Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra importante. Depuis quelques temps je m'attaque déjà à la fin de manga de Mastodonte et ce 9 avril 2021 s'est achevé Shingeki no Kyojin alias l'attaque des titans alias Masterpiece. Ah oui, je ne suis absolument pas objective quant à ce manga. Quant à son animé, d'ailleurs mon pseudo en témoigne. Je suis vraiment ultra fan de SNK et donc on va revenir sur ce chapitre final, ce chapitre 139 et déterminer si oui ou non l'œuvre s'est conclue de manière correcte. En tout cas que tu aimes ou pas, l'attaque des titans, c'est un manga qui nous aura tous et toutes marqué ces 12 dernières années. Ah ça oui, l'humanité s'en souviendra. Black and eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with a nasty bad control. D'emblée, la fin divise. Il y a ceux qui pensent qu'elle est géniale, d'autres qui pensent qu'elle est complètement éclatée. Et personnellement, moi je nuance en disant qu'elle est correcte. Mais je me place quand même plutôt du côté positif qui est je valide cette fin. En effet, il faut savoir que Hajime Isayama avait prévu une fin complètement catastrophe avec des morts partout, mais vu l'attachement de ses fans, Levi, à tous ses personnages, Levi, il s'est dit qu'il allait faire un petit peu un semi-Game of Thrones. En fait la fin elle est sympa, mais j'ai quand même eu un sentiment d'inachevé en fait, avec des questions etc, parce que j'ai vraiment la même sensation que après avoir lu la fin de Tokyo Ghoul, c'est-à-dire que déjà on oublie l'anime parce que l'anime est pas très bien fait, mais quand on se concentre sur le manga papier, le manga c'est une masterpiece et à la fin en fait on a une fin relativement heureuse, sachant que le plot de base était assez dark et qu'on pouvait s'attendre à un truc complètement catastrophe avec des morts partout. Pareil pour SNK, ça démarrait sur les chapeaux de roue super mal et franchement le final était correct pour l'ensemble des personnages du moins. Il ne pouvait pas y avoir une autre fin, ça devait se passer comme ça et franchement pour ça Isayama, merci. On a un Eren qui a réussi son objectif, il l'a atteint, c'est-à-dire que non seulement il devait sauver les siens, mais en plus de ça, il a fait paraître ses amis Armin et Mikasa pour les héros, et il en a rallié plein d'autres à sa cause. Mikasa et Armin ont sauvé l'humanité. Il s'est vraiment fait passer pour l'ennemi afin que tout le monde se rallie autour en fait contre un ennemi commun qui est lui du coup. Donc il voulait vraiment que tout le monde se rallie. Alors évidemment pas tout le monde s'est rallié parce que évidemment il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord, c'est comme partout, mais il a quand même d'une manière générale atteint son objectif. Après, et à juste titre sur les réseaux sociaux, on a commencé à comparer Eren à Lelouch de Code Geass parce que en effet ce dernier s'est fait passer pour le démon. Donc Eren il a fait pareil, il s'est fait passer pour le méchant pour que les Eldiens se fassent passer pour des sauveurs etc, et que ses amis deviennent des héros et aient un avenir. Pour autant on peut constater qu'à la fin de ce chapitre 139, c'est pas fini, il y a même encore des guerres et honnêtement je trouve ça normal. En fait la vie elle est pas toute rose, il y a toujours des guerres, des conflits, des gens qui sont pas d'accord, des gens qui veulent autre chose mais c'est pas eux donc ils vont le prendre de force. Et certes ils se sont libérés de leur malédiction, donc des titans, mais les autres pays il faut encore gérer, ils commencent à connaître les autres pays, peut-être qu'ils veulent leur piquer des ressources etc. Il faut se protéger, il y a de nouveaux enjeux. Ah au fait, je profite pour préciser que même s'il y aura une vidéo sur le sujet, j'ai trouvé que la saison 4 de l'attaque des titans c'était vraiment un remake de la Shoah et que quand on prend les chapitres, donc entre la fin de la saison 4 et ce chapitre final, ça va crescendo. Dans cette impression là, et dans ces chapitres là il est question du génocide des Eldiens et je tiens à faire un disclaimer, gardez votre esprit critique. Soit on peut avoir l'impression qu'Isayama dit que le génocide était la seule façon, la seule issue possible à cette histoire et finalement oui, non, oui, peut-être lui il est japonais donc il voit pas l'ampleur que ça peut prendre de véhiculer ses propos dans son œuvre, mais quand on est occidentaux, quand on connaît des gens qui ont été liés par l'histoire, ce genre de choses, le génocide c'est vraiment quelque chose de pas bien du tout
mais je pense que comme c'est dans une œuvre fictive, c'est un peu plus toléré, mais il faut quand même faire attention et garder son esprit critique. Je m'éloigne du sujet pour en revenir à ce que je disais. Tant que l'humanité n'est pas réduite à néant, qu'il n'y a pas ne serait-ce qu'un seul humain sur Terre, bah il y aura toujours des guerres. Mais cette fois-ci, le fait qu'il n'y ait plus de titans, bah les guerres sont équitables. Il n'y a plus de titans. Les autres pays, on peut élaborer des technologies qui ne les laissent pas en position de faiblesse, et surtout plusieurs membres ont été ralliés à la cause des Eldiens. D'ailleurs on peut voir par exemple que même chez les Mars il y avait des clans Eldiens. Bah, les Eldiens maintenant sont les égaux des Mars et peuvent se déplacer comme ils veulent dans la rue, etc. Et on remarque aussi qu'on se rapproche d'une ère moderne, d'une ère que nous on connaît. Il y a un côté réaliste dans ce dernier chapitre. Et d'ailleurs c'est une chose que j'ai adoré dans SNK, c'est tout simplement que pendant l'œuvre on a traversé plusieurs époques et plusieurs styles. Par exemple au départ à Paradis, ben, ils avaient vraiment des trucs rudimentaires, donc c'était un petit peu le Moyen-Âge, après c'était un état militaire on va dire, mais ils étaient assez rudimentaires. Ensuite il y a eu l'époque contemporaine, début du 20e, que l'on peut voir quand on nous présente Mars. Ensuite on a un moment donné où les Mars vont aider les Eldiens de Paradis à se développer et à rattraper les progrès qu'ils ont manqué ces derniers siècles. Donc ça peut nous faire penser à l'ouverture, je ne sais pas, par exemple du Japon sur le monde, etc. pour finalement atteindre une ère moderne. Alors je ne dis pas qu'ils ont des smartphones, il y a quand même des limites. On voit vraiment une concrète évolution, pas que des personnages, pas que de l'histoire, mais aussi du monde dans lequel ils évoluent. Et finalement Eren n'est pas si fou que ça, j'en ai jamais douté de lui. Comme disait son frère Sieg, personne ne comprendrait en fait, parce qu'à partir du moment où il a baisé la main d'Historia, il a tout vu. Il savait déjà comment ça allait se terminer, ce qui allait se passer, il a dû vivre avec ces douleurs là pendant des années. Il a dû tout garder enfoui au fond de lui, ça devait être horrible. Je comprends qu'il disjoncte clairement. Depuis toujours il n'a jamais cessé de vouloir protéger ses amis, même si cela impliquait de se faire passer pour un monstre. Et il ne s'est pas contenté que de ça, il a aussi rallié des gens qui étaient contre lui au départ, dont notamment certains Mars qui l'avaient attaqué lui et Paradis auparavant. Et ça vraiment c'est un coup de génie, il faut dire ce qui est. Retourner les mentalités comme ça, faut vraiment être exceptionnel. Comme je le disais plus tôt, l'ère dans laquelle les protagonistes évoluent est un peu plus réaliste. On peut voir notamment la chaise roulante dans laquelle est Levi, Falco qui ressemble d'ailleurs à un étudiant en droit avec sa petite fraise, sa petite collerette, et Gabi qui a enfin entamé sa rédemption et qui s'habille comme un professeur de français. Et puis il y a aussi cette volonté de voyager, d'aller par-delà la mer, de raconter l'histoire d'Eren, du sacrifice, de la libération Mars, etc. Bon après il y a aussi ce côté tout c'est mort pour rien, parce que comme le dit si bien Levi, il y en a plein. Il y a plein de vies qui auraient pu être épargnées, mais bon, on est en temps de guerre et malheureusement, je sais c'est horrible, mais il y a des dommages collatéraux et donc il fallait que certaines personnes meurent. Et c'est bien parce que Isayama a parfois choisi vraiment des têtes importantes comme Hanzi ou comme Erwin pour vraiment marquer les esprits. D'ailleurs, on peut constater que Levi est bien douillé, il lui manque un membre, il est défiguré, à Borgne je crois, enfin il a douillé. Ça pourrait peut-être choquer certains, mais je préfère clairement qu'il meure, qu'il soit dans cet état aussi pitoyable, même si cette scène où il fait le Sasagyo est juste... genre mon cœur a explosé, et pourtant je ne suis pas du tout une fan de Levi en mode Levi c'est le meilleur et tout, pas du tout, mais alors pas du tout, mais cette scène là elle m'a fait exploser mon cœur, j'étais en mode oh my god, oh my god. Et je suis sûre d'ailleurs que Isayama avait dans l'idée que Levi meurt, parce qu'il l'a dit dès le départ, il voulait faire un final aveugliste, un final complètement post-apocalyptique, vraiment les gens ils meurent. Il crève, voilà, genre vraiment c'était horrible, traumatisant, ce que tu veux. Donc je suis sûre qu'il avait dans l'idée que Levi devait mourir. Je trouve que ça peut être intéressant de l'avoir gardé en vie, dans le sens où on peut le voir sur une planche où il est en compagnie de Falco et de Gabi, et je me dis ah c'est un vétéran, il sait ce qu'il fait, et Gabi et Falco c'est la nouvelle génération, donc je me dis peut-être qu'il va les guider. Un semblant de paix est arrivé, que plusieurs personnes s'agrègent autour du même idéal pour créer quelque chose de meilleur. Tout le mystère derrière le roi Fritz, derrière Ymir et compagnie a été élucidé. Jean, Connie, la mère de Connie, etc. Tout le monde redevient humain. Et c'est là où je ne rejoins pas du tout les détracteurs de SNK, c'est parce qu'ils disent mais il n'y a pas de mort. Mais guys, il n'y a eu que ça des morts, il n'y a eu que ça, et des têtes importantes comme j'ai dit tout à l'heure, Erwin, Andy, etc. Il y a eu plein de morts, et même si on n'a pas énormément par rapport à d'autres œuvres, c'est des morts qui claquent, des morts dont tu vas t'en souvenir jusqu'à ce que tu meurs. J'ai l'impression que c'est des membres de ma famille qui sont morts. Faire revenir certaines personnes
en tant qu'humain. J'ai trouvé ça génial et ça m'a évité un mental breakdown parce que je me suis dit franchement les personnages sont tellement bien écrits, ce serait vraiment du gâchis de faire ça. Aussi arrêtez, il faut pas se mentir, une œuvre elle peut pas être parfaite à 100% et aussi on peut pas écrire une œuvre qui va mettre d'accord tout le monde, c'est pas possible, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord sur un point. J'étais scandalisée de revoir, genre à peine le chapitre était sorti, genre ils ont dû lire ça en 5 secondes, des gens revendaient leur collection complète de SNK sur Le Bon Coin, Vinted, etc. J'étais en mode mais guys, vous êtes des fans cancer en fait. En plus, on va pas lui enlever ça, mais Isayama il a trop bien amené le truc parce que tu n'es pas sans savoir que c'est le maître du foreshadowing et du je t'amène un truc de manière cohérente. Dans les mangas, ils ont tendance à faire revenir à la vie certains personnages en mode comme ça, genre on a trouvé une potion magique qui tombe de je ne sais où, on t'expliquera, ça y est, il revient, pouvoir de l'amitié, blabla. Et là en fait, pas du tout. Lui, Isayama, il t'apporte en fait cette résurrection, on va dire, de manière subtile et de manière logique. Et j'exagère vraiment rien en disant que tout était prévu depuis le début. Exemple, quand Eren disait que ni lui ni Erwin sauverait l'humanité, mais que ce serait Armin, il l'avait balancé comme ça, et effectivement il a eu raison, c'est Armin qui a sauvé l'humanité, même si entre nous, Mikasa a quand même fait 90% du boulot, mais on va dire qu'Armin se présente comme figure salvatrice, parce que 1, il est quand même beaucoup intelligent vu qu'il a succédé à Erwin, et 2, pour éviter que Mikasa, vu ses antécédents, on va dire, ne prennent trop de risques. Et on va pas se mentir, troisième chose, la relation de Mikasa avec Eren, elle a terminé en School Days. Ouais. Clairement, je pense que SNK, on pourrait l'étudier en cours de français tellement les scènes, une fois analysées, révèlent bien la suite des événements, on voit vraiment un message, une idée principale, et clairement je comprends plus Isayama que Victor Hugo, j'ai envie de dire. Ça se trouve, Victor Hugo, on l'étudie et il voulait absolument pas dire ce que les profs nous disent de mettre dans nos copies, alors que Isayama, si. Pour peu que tu observes bien, tu vois qu'il y avait tout qui était prévu depuis le début. Exemple, à un moment, dans un scan, on voit que Eren avait fait en sorte que le titan de Dinah Fritz ne mange pas Bertolt, donc Dinah qui était la femme de son père avant qu'il ne rencontre sa mère. Voilà, et évidemment c'était calculé parce que Eren n'estimait pas à ce moment-là que le sacrifice de Bertolt soit nécessaire, et donc il avait dit au titan de ne pas s'attaquer à Bertolt. On a eu la confirmation avec ce chapitre final, et d'ailleurs dans la saison 4 on voit un flashback de Bertolt qui corrèle cette analyse-là, étant donné qu'on voit qu'il va mourir, et c'est qu'il va mourir, et comme par hasard, le titan de Dinah s'écarte alors qu'elle allait le bouffer. On le voit clairement qu'elle allait le bouffer, et elle change de trajectoire. Évidemment, tout a un prix dans la vie, et ce prix-là, ça a été la mère d'Eren. Alors, je n'ai jamais dit qu'il a voulu sauver Bertolt au détriment de sa maman, non, mais il voulait tellement sauver Bertolt que malheureusement, il fallait bien que le titan de Dinah reporte son attention ailleurs, et c'est tombé sur la mère de Eren, c'est comme ça, donc dommage collatéral. SNK, c'est plein de petits détails comme ça, je vais pas tous te les donner, sinon on serait là pour 100 ans. Je pense vraiment que ça aurait pas pu finir autrement, et si jamais il y a des gens qui me regardent et qui n'ont pas aimé ce final, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à venir sur les réseaux pour en parler avec moi, parce que franchement j'aimerais bien savoir, vous auriez aimé avoir quoi comme fin du coup, parce que clairement moi je suis en train de me triturer le cerveau et je me dis hormis une fin tout le monde meurt, je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Alors oui, une fin, la Devilman Crybaby, ça aurait été assez stylé, mais franchement, je pense que de base, Isayama, dans son œuvre, voulait mettre de l'espoir. Et genre, en fait, tuer tout le monde, il n'y a plus d'espoir. Je pense vraiment que le message, c'est même si c'est dur, tous les jours, il faut mieux être en vie et tenter par tous les moyens de vivre en paix, etc. Même si c'est pas facile et que la paix sera jamais totale, plutôt que d'être mort en anéantissant tout. Anéantir, c'est le néant, il n'y a plus rien. Et justement, l'humain veut être libre, l'humain, il doit perdurer. En vrai, Eren, il a trouvé une solution qui permet non seulement de ne pas éradiquer le reste de l'humanité, même si j'avoue que je crois qu'il a quand même défoncé 80% de l'humanité, mais aussi de rallier plusieurs personnes autour d'une même cause, et je trouve ça juste incroyable. Et d'ailleurs, la dernière case a beau être simple, mais elle est juste complètement efficace, et elle veut tout dire. J'ai lu et relu plusieurs fois le scan, histoire de me demander si j'avais pas bugué, si j'avais pas raté un truc, parce que justement, j'ai été assez surprise, j'ai trouvé la lecture assez rapide, et je me suis dit, ouais, quand même, il y a des zones d'ombre. Par exemple, savoir qui est le père du bébé d'Historia. Au final, j'en viens à la conclusion qu'on s'en fiche de savoir qui c'est son père, parce qu'en fait, le bébé d'Historia servait juste à permettre à la mère d'être en sécurité, donc à Historia de ne pas hériter du bestial, et c'était Eren qui lui avait dit Mais fais un gosse.
il va falloir attendre, et le temps qu'on attend, on trouvera une solution, t'auras pas le bestial. Entre temps, Eren a trouvé une solution pour sauver l'humanité, donc le rôle du bébé il a été rempli. On peut clairement dire que le bébé d'Historia et Historia elle-même dans le dernier chapitre ont fait juste un acte de présence. C'est vrai que les tweetos se sont vraiment monté la tête avec les théories sur le père du gosse en mode c'est qui le père, on va savoir c'est qui le père. Grisha a fait siège pour l'utiliser, et comme ça n'a pas marché, il a refait un bébé, genre Eren, pour l'utiliser aussi. Mais on peut être tenté de penser que peut-être l'enfant d'Historia serait dans ce cas-là, et que donc potentiellement son père pouvait être Eren. Mais sachant qu'Eren finalement voulait vraiment trouver la meilleure solution pour sauver tout le monde, et qu'en plus il ne voulait pas reproduire les erreurs de son père, donc c'est-à-dire utiliser un enfant, en l'occurrence son enfant, pour faire son taf et tout, genre limite sacrifier son gosse, clairement non. Pour moi la théorie de Eren, le papa du bébé d'Historia, ça ne marche pas. Pour moi non, c'est pas Eren. Peut-être que je me trompe et que c'est lui, mais finalement on s'en fout, c'est pas ça le but. Le but c'était mettre en sécurité Historia. Après si tu veux vraiment mon avis, personnellement j'ai deux théories sur le papa de la fille d'Historia. Un c'est le fermier, genre on se monte la tête, hein. Les gens sur Twitter dès qu'il y a un truc, une petite info, ils s'extrapolent. Peut-être c'est juste le fermier, c'est tout simplement, elle a fait un gosse, point. En plus comme on l'a dit, le fermier n'avait absolument aucune opinion politique, il était ni du côté de l'armée, ni du côté du peuple, ni du côté Mar, ni du côté Eldien. Donc voilà, si ça se trouve c'est le fermier. Et deuxième hypothèse c'est Jean, oui, Jean, parce que oui on sait que Jean est amoureux de Mikasa blabla, sauf que dans le dernier chapitre, le chapitre 139, le chapitre final, à un moment on voit Jean qui s'occupe de ses cheveux, et tu as Connie qui lui dit que il est devenu assez fan de ses cheveux, et c'est pile poil quand ils vont aller voir Historia, Jean qui fait un regard un peu bizarre, qui fait attention, genre c'est une femme mariée, ça rend fou, etc. Et t'as je sais plus quel personnage qui dit oui mais Historia nous protégera comme elle a protégé la mère de Jean, voilà la mère de Jean. Et donc on peut penser que comme pour Jean la personne la plus importante c'est sa maman, on peut penser que le fait que Historia ait protégé particulièrement la mère de Jean, peut-être qu'elle avait un lien, enfin elle s'était mise d'accord avec Jean pour je sais pas quoi. En tout cas moi c'est ma théorie, je pense que c'est soit le fermier soit Jean, mais en tout cas pas Eren. Et autre élément qui reste un petit peu sombre, c'est quand même la relation Eren x Mikasa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se terminait en School Days. C'est aussi clairement le remake de Orgueil et Préjugés, parce que le gosse il lui gueule dessus en lui disant t'es pas ma mère, je suis pas ton petit frère, arrête de me prendre pour un bébé. Mais quand il était petite il l'a sauvée, ensuite il lui dit qu'il la hait pour son plan, avant de finalement avouer à Armin qu'il l'a toujours aimée et qu'il l'enragerait si elle devait être avec un autre homme, qui voudrait qu'elle reste pour lui toute sa vie, sauf que c'est pas possible parce qu'il me semble qu'elle va se marier avec un gars qu'on ne connaîtra jamais. Le but quand tu veux que tes potes aient un avenir, c'est que tu acceptes que ton crush soit heureuse, ait des enfants, etc. Et d'ailleurs j'avais vu dans un scan à un moment donné que la femme de Jean avait une balafre qui ressemblait fortement à celle de Mikasa, donc on peut même supposer que plus tard le mari de Mikasa serait Jean. Est-ce que ça invaliderait ma théorie sur le père de l'enfant d'Historia? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a des zones d'ombre comme ça. Il y a déjà eu des one-shot séquelles, par exemple pour Love Mission, il y avait eu plusieurs tomes, et après ils ont fait un one-shot qui s'appelle Love Mission Impossible, et dans ce one-shot là on voyait le futur des héros, ce qui arrivait aux héros. Du coup j'aimerais vraiment que Isayama fasse un one-shot pour nous montrer le futur, juste vraiment parce que je suis une grosse fan et que j'aimerais vraiment avoir les réponses à mes questions, mais je pense pas que ce soit probable. D'ailleurs ça m'a tué parce que j'ai vu un tweet où il disait que Mikasa était esclave d'un pigeon. À quel moment? Déjà c'est une colombe les gars, c'est un oiseau de la paix, tout le monde sait que la colombe c'est l'oiseau de la paix, et au pire si c'est pas une colombe et que j'ai mal vu et que c'est qu'un oiseau, l'oiseau ça représentera toujours la liberté. C'est un symbole les gens, Eren ne s'est absolument pas réincarné dans un pigeon. Faut arrêter à un moment donné, parce que en fait Eren s'est sacrifié pour la paix, et on voit que la colombe apporte l'écharpe de Mikasa, et on peut penser à la scène quand ils étaient plus jeunes où Eren a dit à Mikasa que peu importe le nombre de fois qu'il devrait faire ça, il lui rapporterait toujours son écharpe. Une façon de dire que Eren et Mikasa, malgré qu'ils se crient dessus, etc., qu'ils aient des moments un peu bad, ils resteront toujours ensemble, qu'il restera toujours là en fait. Et quand on voit la déclaration d'amour qu'il fait à Mikasa par le biais d'Armin, on comprend en fait que il voudra être lié à Mikasa toute sa vie, sauf qu'il n'aura jamais l'occasion de lui dire. On le rappelle, cette écharpe là elle est assez emblématique parce que c'est l'écharpe qu'il lui a offert petit, c'est l'écharpe qu'il arrête pas de lui ramener quand elle la perd, c'est l'écharpe qu'elle a abandonnée pendant un certain nombre de temps, et c'est l'écharpe qui à la fin
la colombe, l'oiseau lui rapporte, c'est vraiment un symbole. Genre tu dis SNK, tu penses à l'écharpe rouge de Mikasa. D'ailleurs j'aime beaucoup la symbolique de l'arbre. Ça a commencé sous cet arbre avec Eren et Mikasa et ça termine sous cet arbre avec Mikasa et quelque part Eren puisqu'il y a sa tête sous sous la stèle. Je sais pas moi, mais étant donné que je suis fan de la série Outlander, ça m'a fait penser à la pierre tombale du clan Fraser en fait, genre same energy. Et voilà, en tant que fan de référence, j'ai adoré ce final en fait où on voit l'arbre emblématique de Eren et Mikasa en fait. Loin d'être All Might, Eren c'est vraiment le symbole de la liberté. Pour moi, même si c'est une liberté qui a été prise grâce à de nombreuses vies, une liberté douloureuse, une liberté qui a été fastidieuse à acquérir, mais c'est la liberté quand même. Eren est mort pour ça en fait et son sacrifice n'était pas vain et quelque part on pouvait le voir dès le départ parce que en fait le bébé, on voit un homme de dos avec un bébé et ce bébé là c'est Eren et Grisha quand il prend Eren il lui dit bah tu es libre donc Eren égale liberté. Après je comprends les gens qui n'ont absolument pas aimé la fin parce que oui j'aurais bien aimé plus de détails mais comme on dit toute bonne chose a une fin et moi j'aime bien honnêtement les fins qui sont à la fois ouvertes et à la fois fermées parce que la fin elle est fermée étant donné qu'on a fini l'histoire d'Eren mais elle est aussi ouverte parce que par derrière c'est pas fini. En fait, il y a d'autres choses qui se passent. Eren est mort, mais l'histoire ne fait que commencer. Il y aura de nouveaux enjeux, de nouvelles guerres. Les amis d'Eren, Jean, Mikasa et tout, ils vont devoir réapprivoiser le monde. Ils vont sortir, ils vont voir le monde. On n'est pas des bisounours. On évolue dans un monde où il y a des morts, mais la vie continue. Les titans ne seront plus jamais au centre de la folie, mais l'homme aussi peut être en soi un titan et foutre la merde. Le monde n'a pas cessé de tourner et c'est typiquement ce que voulait Eren et il l'a dit à Armin avant qu'il se fasse couper la tête qu'il veut que ses amis vivent très vieux et il a réussi son pari pour la plupart. On peut voir une volonté d'Isayama de montrer la rédemption de certains mards, de montrer comment Eren s'en veut, de lui donner un petit peu un relief de l'humanité parce qu'à un moment donné on disait non Eren il a fait pleurer Mikasa, il devient fou etc. Mais pas du tout, tout était calculé et ça me permet de rebondir sur un autre point qui est les personnages. Je pense que c'est une œuvre où les personnages ont été très bien écrits. C'est rare qu'ils soient aussi bien écrits. En même temps, Isayama a pensé à tout de A à Z. Eren, il y sera dans mon cœur pour toujours et pourtant au départ, genre quand j'ai commencé SNK, je ne l'aimais pas. C'était une tête à claque, j'avais envie de le frapper et si tu me suis sur TikTok, tu auras vu mon classement des personnages de SNK de la saison 1 à saison 3 parce que je l'ai fait juste avant que la saison 4 sorte, mais Eren a augmenté dans le classement parce que vraiment j'ai trouvé qu'il était bien écrit. Je commençais à entrevoir qu'il y avait bien anguille sous roche et je me suis dit mais waouh, c'est un anti-héros, voilà, il n'est pas exempt de défauts, il n'est pas parfait, il est un peu égoïste, un peu tête en l'air, il fait un peu ce qu'il veut, il se jette corps perdu dans ce qu'il fait, mais comme dit Jean, c'est un imbécile mais il avait à cœur d'aider ses amis. Et là j'ai pris que l'exemple de Eren parce que j'ai pas le temps d'extrapoler, pavoiser sur tout le monde, mais tous les personnages sont bien écrits, tous les personnages ont une place, tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire. Exemple saison 4, Andy et Levi ont trouvé qu'ils n'étaient pas ultra développés, mais vous n'imaginez pas la suite, va falloir attendre 9 mois comme le bébé d'Historia pour avoir la suite en animé, mais vous imaginez pas à quel point ils sont excellents, à quel point genre ce qu'ils vont faire vont changer les choses. En tout cas je vais pas détailler plus mon propos parce que j'ai lancé sur IGTV des chroniques, en gros en moins de 10 minutes je te dévoile des secrets sur des animés mais aussi sur des personnages et donc ça sert à rien que j'extrapole vu que j'ai prévu tout un délire autour de SNK et sur YouTube aussi. N'hésite pas à t'abonner du coup parce que j'ai prévu plein de vidéos sur Shingeki no Kyojin, il était temps vu mon pseudo. Je maintiens que tu aies aimé ou pas l'Attaque des Titans, c'est un manga qui nous aura tous profondément marqué ces 12 dernières années et l'humanité s'en souviendra. Sur ce, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce chapitre et de l'œuvre en général. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.